Moi, je considère qu'il faut que je me licencie tous les 6 mois. Ça paraît assez drastique, mais mon métier change entièrement tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, je regarde tous les projets dans lesquels j'ai un rôle important et donc je suis, on a besoin de moi. Je fais partie d'une chaîne d'approvisionnement ou de création et je suis un de ces éléments et je me retire de cette chaîne pour que toutes les choses dont je suis partie prenante puissent fonctionner sans moi. Bonjour, je m'appelle Michael Ainsworth. Le balado de Services financiers et innovation CIBC s'intéresse aux entreprises en démarrage, en croissance et bien établies qui ont fait une percée dans leur secteur partout dans le monde. La société montréalaise Potluck possède plus de 500 clients servis par 3 bureaux partout dans le monde. Si vous avez déjà répondu à un sondage, il y a de bonnes chances que vous ayez utilisé la technologie de Rodolphe Barrère. Il a cofondé la société en 2014, levé plus de 58 millions en capital et il affirme que le statut de licorne se profile à l'horizon. Il me révèle que le secret qui se cache derrière sa réussite, c'est qu'il se congédie tous les 6 mois et qu'il se met à la recherche des conseils d'entrepreneurs qui ont récemment suivi son chemin. Mais la COVID-19 était un chemin qu'aucun entrepreneur n'a dû suivre en 100 ans. J'ai commencé par demander au coverboy des 30 meilleurs personnages de moins de 30 ans de Forbes 2021 d'expliquer ce qu'est Potluck, de la même façon qu'il l'expliquerait à sa mère. Ce qu'on fait, c'est très simple. Nous faisons des sondages et nous le faisons sur les réseaux sociaux. Donc en réalité, on remplace les appels téléphoniques avec des sondeurs par téléphone ou encore des sondeurs de rue ou encore des panels consommateurs en allant sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un bon lieu pour interroger les gens parce que c'est un moment où c'est un downtime, un moment où vous avez du temps et on est capable de cibler par intérêt et de mettre l'incentive en face qui va vous donner envie de répondre. Donc c'est vraiment ça. On remplace les sondages traditionnels, traditionnellement faits par téléphone, par les réseaux sociaux. Vous pouvez ainsi vous assurer que le sujet du sondage est pertinent pour la personne qui l'entreprend. Effectivement, on s'appuie à la fois sur les capacités de targeting qui sont offertes sur les réseaux sociaux, donc votre genre, votre âge, votre métier sur LinkedIn, etc. Mais par exemple, si vous êtes sur LinkedIn, il nous est impossible de savoir si vous êtes propriétaire d'un chihuahua, par exemple. C'est un vrai exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des questions de qualification. Donc, imaginons que la question numéro 3 du questionnaire soit est-ce que vous êtes propriétaire d'un chihuahua? Et on va se rendre compte qu'il y a des corrélations. Par exemple, les gens qui voient un visuel avec une voiture bleue vont avoir une beaucoup plus grande propension à être des propriétaires de chihuahua. Et donc, on va utiliser en fait les réponses à nos questions de qualification comme des critères de targeting additionnels sur les réseaux sociaux pour affiner notre capacité de ciblage sur les différentes plateformes. Quel est le plus grand changement dans les médias sociaux qui sous-entend votre capacité de sondage? Quel est le plus grand changement dans les médias sociaux que vous remarquez depuis 2014 au moment de votre lancement? Dans les 10 dernières années ou 8 dernières années chez Potluck, on a vu énormément de changements dans les réseaux sociaux. Au moment où on se lançait, il n'y avait pas de vidéo, il y avait à peine des likes, en tout cas il n'y avait pas plusieurs réactions différentes. Quand on ouvrait en lien, ça ouvrait dans un browser séparé, ça n'ouvrait pas au sein même de la même application. Il n'y avait quasiment pas Instagram, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas TikTok. Les LinkedIn à l'époque étaient quand même beaucoup moins puissants qu'ils ne l'est aujourd'hui. Donc en fait, les gens ne se rendent pas compte. Tout le monde a l'impression d'avoir créé son compte Facebook en 2009-2010 à peu près, et qu'on avait le même usage des réseaux sociaux il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Or, c'est absolument faux. Notre usage des réseaux sociaux a drastiquement augmenté dans les dernières années et évidemment changé au fur et à mesure des features qui ont été publiées, qui ont été développées par les différentes plateformes de réseaux sociaux. La poussée accrue de la vidéo est fascinante. Les sociétés de médias sociaux sont en évolution constante. Comment la vidéo a-t-elle fait évoluer la façon dont vous sondez les gens?
Les vidéos, ça n'a jamais été le principal axe pour nous pour aller chercher des répondants à des sondages. On a évidemment, on est sur TikTok, on est sur Snapchat, on est sur Instagram, Facebook vidéo, etc. Et puis on arrive à avoir de manière assez consistante, on est capable d'aller chercher des répondants qui appartiennent à la génération Z, etc. Mais en réalité, les gens qui sont dans une démarche de consommer énormément de très courtes vidéos les unes après les autres sont pas dans une démarche entre guillemets assez longue pour nous. Nous, on cherche à avoir des gens qui répondent à des sondages de 5, 6, 7 minutes. Et en fait, on va plutôt s'adresser à des gens qui, en général, lisent des articles. En fait, un sondage, ça ressemble beaucoup plus à un article en termes de durée de commitment. Voilà, quand on lit un article de 10 minutes versus quand on regarde une vidéo de 7 secondes, on n'est pas du tout dans la même optique, on n'est pas dans le même rythme. Et donc, nous, on s'inscrit plutôt dans le rythme des gens qui lisent des contenus longs, donc des articles, plutôt que des gens qui sont dans les vidéos. Donc, ça a un impact, évidemment, et puis on est sur ces plateformes et surtout pour les jeunes générations, mais nous, on a toujours été beaucoup plus forts dans les images statiques que dans les vidéos. Mais dans l'ensemble, nous avons toujours été meilleurs avec des images statiques. Est-il juste de dire que Potluck a pris de l'expansion avec les médias sociaux? À quelle étape l'entreprise se trouve dans la société maintenant? Donc aujourd'hui, on est à un stade, en anglais on appelle ça un growth stage ou un stade de scale-up qui n'est plus un stade de start-up. On est 230 employés, on est présent dans plus de 30 pays en termes de notre capacité à aller faire des sondages, hein, évidemment. On a des bureaux à Paris, à Montréal, à New York et notre dernière big accomplishment, c'est d'avoir fait une série B de 35 millions de dollars qu'on a clôturée il y a 6 mois. C'est vrai qu'on a grandi en même temps que les réseaux sociaux, mais je dirais plutôt que ce qui nous définit, c'est d'être arrivé dans l'industrie du sondage, qui est une industrie de 100 milliards de dollars quand même. Il y a quasiment une dizaine d'années, pour nous, c'était absolument évident qu'il fallait que l'industrie change et aille chercher des répondants via les réseaux sociaux. Ça nous paraissait être une absurdité qu'on continue à faire des sondages téléphoniques, etc. notamment. Donc, on est arrivé avec cette technologie et en fait, à l'époque, on nous prenait un peu pour des fous, quoi, pour des idéalistes rêveurs. Et maintenant, on est encore une fois quasiment 10 ans plus tard. Et maintenant, ça commence à ressembler à une évidence pour l'entièreté de l'industrie. Et d'ailleurs, on voit énormément des joueurs traditionnels de notre industrie, pour ne pas les nommer, qui maintenant cherchent à faire ce qu'on fait. Le problème, c'est que nous, non seulement on a une forte capacité d'innovation de par notre statut de start-up et notre capacité à pivoter, etc. Mais en plus de cela, on a 8 ans d'avance en fait, où on a fait que ça. Donc on a créé des équipes qui sont hautement spécialisées. On a des jobs chez Potluck qui n'existent que chez Potluck. Donc aujourd'hui, honnêtement, on est à un point de développement où on est quasiment irrattrapable par un joueur traditionnel du marché qui essaierait de faire la même chose que nous. D'accord. Techniquement, vous seriez considéré comme une société en phase de croissance, mais vous êtes aussi sur la bonne voie d'acquérir le statut de licorne. Comment la crise financière a-t-elle affecté cet échéancier? Donc effectivement, on n'est pas encore, mais j'espère un jour que assez bientôt, nous allons devenir une licorne, donc une compagnie valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Déjà, pour commencer, nous, on est dans une industrie qui est l'industrie des études de marché, qui a historiquement une corrélation plutôt négative avec les crises économiques. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché, comme c'est le cas lors d'une crise économique, les gens, les décisionnaires dans les entreprises ont une plus grande propension à backer leurs décisions par du market research. Pourquoi? Parce que, faut qu'ils se backent eux-mêmes, hein, évidemment, faut qu'ils puissent être en mesure de défendre le fait qu'ils prennent les bonnes décision, on peut un peu moins se baser sur son gut feeling en cas de crise économique, pour des histoires de sécurité d'emploi même. Deuxièmement, il y a moins d'argent à déployer, donc il faut choisir un peu plus ses combats, et pour mieux choisir ses combats, le market research, c'est évidemment un outil primordial. Donc, on est assez chanceux, encore une fois, j'appelle vraiment ça de la chance, et je fais exprès d'utiliser ce terme-là, parce que c'était le cas pendant le Covid. Pendant le Covid, on avait une chance inouïe de ne pas être dans l'événementiel, ou de ne pas être dans le
travel, etc. On a été, on est une entreprise qui permettait de mesurer les changements de consommation des consommateurs. Et évidemment, pendant le Covid, énormément de consommateurs ont changé leur façon de consommer. Donc évidemment, nous, ça nous a fait croître à vive allure pendant le Covid. Et il est en train de se passer la même chose pendant cette crise économique. En fait, on se rend compte que plus la crise économique est forte, plus plus les personnes se retournent vers des solutions comme Potluck pour être en mesure de prendre les meilleures décisions avec des budgets restreints et des contraintes qui sont nouvelles. Maintenant, par rapport à la crise économique dans le monde des startups dans lequel on est, peu importe finalement l'industrie du market research dans laquelle on évolue, nous on est une startup ou une scale-up qui se base sur les levées de fonds pour croître. Encore une fois, on a été assez chanceux puisqu'on a fait une grosse levée de fonds il y a 6 mois environ, donc on a quand même pas mal d'argent sur le compte en banque qui nous permet de voir assez loin devant nous et qui nous permet d'espérer que la crise financière soit terminée bien avant que on n'ait finalement plus assez de cash. Et puis deuxièmement, ce qui est assez rigolo, c'est que moi j'ai toujours été traité d'entrepreneur un peu trop raisonnable, notamment par les fonds américains qui voyaient en moi ce côté, le côté français, européen, un peu conservateur, un peu cautious. Et donc on m'a toujours demandé d'essayer de faire grimper les valorisations encore plus ou d'augmenter le burn rate, etc. Ce que je me suis toujours refusé à faire. Et donc aujourd'hui, le marché a complètement changé et les fonds américains demandent aux entrepreneurs d'agir exactement comme j'ai toujours agi, c'est-à-dire en étant beaucoup plus cautious, en faisant attention, en imaginant qu'un jour ils pourraient ne plus jamais lever d'argent, etc. Moi, ça a toujours été dans mes options. Donc voilà. Donc en fait, le comportement que j'ai toujours eu à la tête de cette entreprise, qui consiste, encore une fois, l'expression bon père de famille est assez appropriée ici. C'est finalement le comportement que tout le monde dit qu'il faut adopter en cette période de crise. Donc nous, on a toujours été là, donc on change pas beaucoup. Donc voilà. Donc oui, on est en voie de devenir une licorne, une unicorn, et on va se battre pour ça puisque c'est un bel objectif qu'on pense raisonnablement pouvoir atteindre dans un time frame de 2 à 3 ans. Et en même temps, la crise économique va peut-être nous ralentir. Je dis pas qu'on est complètement recession proof, mais à la fois par le timing de notre dernière levée, la façon qu'on a toujours eu de dépenser l'argent et l'industrie du market research dans laquelle on est, fait en sorte que ce sont que des facteurs atténuateurs de la crise pour Potluck. Potluck se trouve donc dans une position enviable parmi les sondeurs. Avec plus de 1,7 million de répondants, dont le nombre continue d'augmenter, vous tirez parti des médias sociaux de diverses façons que d'autres n'ont jamais pensé à utiliser. Mais le plus grand défi que cette entreprise en démarrage en croissance a confronté avant la COVID-19 était le changement d'échelle. Barrère me dit que le plus important défi de mise à l'échelle qu'un fondateur puisse expérimenter n'est pas une question de valorisation et d'atteindre les indicateurs de rendement clés, c'est le fait de mettre à l'échelle soi-même. Effectivement, se scaler soi-même, c'est un concept assez large qui est assez intéressant. En réalité, pour le comprendre, il faut imaginer quand on est CEO d'une entreprise de 2 personnes qui ne fait pas de revenus, ensuite vous êtes CEO d'une entreprise de 10 personnes qui fait un peu de revenus, puis une entreprise de 100 personnes, puis aujourd'hui une entreprise de 230 personnes, et puis demain une entreprise de 1000 personnes. Les skills qui sont requises ne sont pas du tout les mêmes. Elles sont en réalité parfaitement différentes. Et donc, la question que je me pose, qui est pas une question de fausse modestie, j'ai quasiment pas d'ego, mais je me pose toujours la question, c'est que je ne veux pas être moi-même le goulot d'étranglement de la croissance de Potluck, qui est ma propre création. Je ne veux pas, je vais toujours mettre d'abord what's good for Potluck versus ce qui est bon pour moi en tant qu'individu. La croissance de ma création, de mon bébé, qui est mon entreprise, m'importe beaucoup plus que ma croissance de carrière personnelle. Donc, en se posant cette question assez saine, on se rend compte qu'il faut absolument se scaler soi-même. Et donc, se scaler soi-même, donc là, je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est 8 ans de développement personnel, de livres, de rencontres, etc. Mais, en gros, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept de se licencier. Donc,
moi je considère qu'il faut que je me licencie tous les 6 mois. Ça paraît assez drastique, mais mon métier change entièrement tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, je regarde tous les projets dans lesquels j'ai un rôle important et donc je suis, on a besoin de moi. Je fais partie d'une chaîne d'approvisionnement ou de création et je suis un de ces éléments et je me retire de cette chaîne pour que toutes les choses dont je suis partie prenante puissent fonctionner sans moi. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que mon rôle consiste principalement à faire de l'innovation, à créer les prochaines choses, en fait. Et donc, si je suis encore retenu d'un point de vue opérationnel dans les choses que j'ai créées il y a 6 mois, eh bien, je n'ai plus la bande passante, à la fois en termes de temps et puis même à la fois une bande passante intellectuelle, je dirais, pour m'occuper de créer les prochaines choses, le prochain financement, le prochain produit, aller attirer des top talents qu'on va faire rentrer chez Potluck, etc., etc. Donc voilà. Donc je vois trop d'entreprises où le CEO, parce que en fait le problème c'est que le downside de ça, c'est qu'il faut également s'occuper des détails. On peut pas juste créer des trucs et puis s'en aller. Donc il faut s'occuper des détails. Il faut vraiment nail les sujets jusqu'à un point c'est pour ça que 6 mois c'est pas mal entre lancement et le fait de le déléguer à 100%. Il faut nail les sujets pendant 6 mois et ensuite il faut les passer, faut se forcer à se retirer des opérations pour aller créer le sujet suivant. Et donc c'est ça, se scaler, et c'est pas un exercice facile parce que c'est un exercice qui implique beaucoup de travail sur soi-même, beaucoup de lucidité quant à là où on apporte de la valeur et là où on n'apporte pas de valeur, ou en tout cas là où on apporte autant de valeur que quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, moi, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire le job aussi bien que moi, en réalité, je vais toujours préférer le donner à quelqu'un qui le fait aussi bien que moi pour faire du travail là où je suis le seul dans la compagnie à être capable de le faire. À un moment donné, vous devez prendre une décision. Continuez-vous à vous perfectionner ou tendez-vous à céder les choses à une autre personne? Vous avez clairement décidé de continuer à vous perfectionner. Pourquoi ne pas déléguer les choses à une autre personne et vous acheter un bateau? Donc, effectivement, j'ai eu par le passé plusieurs occasions de vendre l'entreprise. On a eu plusieurs offres et j'aurais pu devenir un entrepreneur de 30 ans, multimillionnaire et faire d'autres choses comme acheter un bateau. En réalité, quand on trace la liste des plus et des moins, je me rends compte que mon métier correspond en tout point à ce que j'ai toujours rêvé. Je m'entoure de personnes que je choisis. Je choisis mes investisseurs, je choisis mes employés, je choisis mes clients, je choisis exactement les gens avec qui j'ai envie de travailler. J'ai une liberté d'agir quasi 100%, quasi parfaite. Donc effectivement j'ai un board, mais un board que je contrôle, et donc j'ai vraiment une liberté d'action parfaite, qui est quand même un truc très important pour moi. Et troisièmement, en fait il y a 3 et 4. Troisièmement, j'ai l'occasion chaque jour d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça c'est assez extraordinaire. Pour moi c'est un vrai driver, le fait d'aller se coucher moins bête tous les soirs que quand on s'est levé le matin. Tous les jours, mon travail me permet d'apprendre de nouvelles choses et c'est absolument passionnant d'un point de vue intellectuel d'être à la tête d'une entreprise comme Potluck en forte croissance. Et quatrièmement, quand même assez important, mon rôle, ma position, la croissance de Potluck, vous pouvez mettre ça sur le dos de ce que vous voulez, mais ça me fait en sorte que je rencontre des gens absolument extraordinaires auxquels je n'aurais jamais eu accès par le passé, juste par ma position, par mon rôle, etc. Et moi, comme j'aime beaucoup apprendre des gens, m'entourer de gens exceptionnels, j'ai vraiment accès à un réseau de personnes qui me seraient complètement inaccessibles si j'avais pas ce travail-là. Donc, pour répondre à la question, oui, j'aurais pu, au moment où on a eu des offres d'acquisition, j'aurais pu m'acheter un bateau, etc. Mais un bateau, c'est cool la première semaine, la deuxième semaine, et au bout de la troisième semaine, je sais pas vraiment ce que j'aurais fait, versus mon métier d'entrepreneur qui, peut-être que vous le sentez dans le ton de ma voix, mais c'est un vrai métier passion pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai choisi dans un chemin de carrière, c'est vraiment qui je suis. Ma personnalité personnelle et professionnelle ne font qu'un, et pour moi c'est une vocation. Donc en fait j'aurais du mal à ne pas répondre à l'appel d'une vocation pour répondre à l'appel de l'argent. Donc par rapport à l'apprentissage notamment, qui est vraiment mon driver numéro 1, l'argent, je dirais que c'est vraiment un driver secondaire, voire même tertiaire chez moi. À partir du moment où on atteint un certain niveau de confort, c'est mon cas aujourd'hui, le niveau de confort additionnel, c'est pas vraiment quelque chose qui me fait me lever le matin.
Alors, comment faites-vous pour continuer à vous perfectionner? Donc, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je lis beaucoup. Pour moi, l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat, c'est moins compliqué à masteriser que l'art, l'histoire de l'art, ou la musique, ou l'architecture. Il y a moins de livres qui ont été écrits. Il y a peut-être 50 livres qui sont assez importants à lire, et puis il faut les avoir lus dans une carrière. Moi, je sais pas, j'en ai lu peut-être 20 ou 30 sur ces 50-là, donc il m'en reste un peu. Mais globalement, c'est un sujet dont on peut faire le tour, en réalité, le sujet de scaler des entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Je lis beaucoup et je continue de beaucoup lire. Le deuxième point, c'est que je me suis toujours entouré de mentors qui sont des entrepreneurs d'exception, des gens qui sont un ou plusieurs niveaux au-dessus de moi, et en fait qui, sans nécessairement le réaliser, m'aident énormément à aller chercher le prochain step, notamment Guillaume Jacquet qui a toujours été là depuis le début de Potluck, et qui m'a toujours aidé à aller chercher le meilleur de moi-même, et qui nous a toujours aidé aussi d'un point de vue très opérationnel sur Potluck. Et le troisième point qui est très important, c'est que j'ai une relation absolument extraordinaire avec mon associé Louis Delaoustre, pour ne pas le nommer. Et en fait, on se parle 1 heure tous les matins. C'est ma routine matinale. Je lui parle 1 heure. Lui, il est en France. Moi, je suis à Montréal. Et donc, on se parle 1 heure tous les matins. Et en fait, on se partage tous les apprentissages dans les dernières 24 heures. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont évidemment orientées sur Potluck, les décisions qu'on prend à l'interne, etc. Mais lui, comme moi, absorbons beaucoup de contenu à droite, à gauche, qu'on va lire dans des articles, dans des livres, écouter à des podcasts, etc. Et on se partage ça. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je bénéficie quasiment de l'apprentissage de 2 cerveaux, celui de mon associé et moi-même, puisqu'on met en commun l'entièreté de nos apprentissages sur une base quotidienne. Se congédier pour vous décharger des responsabilités quotidiennes du prochain grand événement et les déléguer aux personnes intelligentes que vous avez embauchées est tout simplement logique. Et si vous êtes un fondateur qui lutte contre le dilemme des fondateurs concernant le moment où il doit passer le relais de l'entreprise à quelqu'un d'autre, vous aurez besoin de soutien non seulement de ceux qui sont en dessous de vous, mais aussi de ceux qui sont au-dessus de vous. Barrère se tourne vers des mentors qui peuvent remettre en question ses hypothèses de façon crédible. Au cours des 2 dernières années, il a dû remettre en question ses hypothèses sur la stratégie de la société et ce qu'on appelle la grande démission. Il me dit que le fait d'être entouré par d'autres entrepreneurs l'aide à assurer une croissance continue. Mais l'expérience n'est pas le seul critère. Alors, les gens qui se qualifient comme mentors pour moi sont des gens qui sont une ou quelques étapes devant moi. Donc, imaginons théoriquement que je suis à l'étape 7 de croissance. Quelqu'un qui est à l'étape 8, 9 ou 10 va être un très bon mentor. Par contre, quelqu'un qui est à l'étape 17, en réalité, il va plus se souvenir des subtilités entre l'étape 6 et l'étape 8, alors que c'est très important, évidemment, et donc ne va pas forcément être un bon mentor. Donc ça, c'est le premier point qui est très important pour moi. Le deuxième point, c'est que j'ai besoin que mes mentors soient en réalité un peu des amis. J'ai une relation assez particulière avec mon travail, c'est que professionnel et personnel, c'est la même chose. Ce travail, c'est ma vocation, j'y mets toute mon âme, toute mon énergie, tout mon amour, toutes mes émotions, et en fait j'ai besoin de connecter émotionnellement avec un mentor. Souvent d'ailleurs les sessions mentoring, en réalité c'est d'aller boire une bière dans un bar le jeudi soir, et donc j'ai besoin d'avoir une relation qui va au-delà du pur professionnel et qui soit une relation amicale ou en tout cas sympathique, et qui ne soit pas juste professionnel. Et le troisième point qui est très important, c'est une erreur que moi j'essaye de ne pas faire maintenant que je mentor à mon tour des gens, c'est de comprendre qu'il y a une théorie et puis il y a un business case qui est l'entreprise dans laquelle on essaie d'appliquer cette théorie. Et en réalité, les mentors, ils ont souvent donc la théorie, et ensuite ils ont la théorie appliquée à leur expérience à eux. Donc ils ont ces deux-là, mais en fait il y a une troisième version qui est la théorie appliquée dans la compagnie pour lesquelles le mentor est en train de mentorer. Donc en réalité, il y a toujours la théorie qui à 80% est fonctionnelle, et il y a 20% de cette théorie qui doit être adaptée à la réalité d'un business, et ce 20% évidemment varie énormément d'une entreprise à l'autre. Donc moi, mes mentors, ils ont toujours compris qu'il y avait la théorie, et que la théorie, il fallait l'appliquer dans le contexte de Potluck, et en fait c'est l'application, c'est ce 20% qui fait la magie.
parce que vous avez beau avoir la meilleure théorie du monde, si vous ne faites pas cette adaptation, ce 20% de changement dans la théorie, la magie ne va pas fonctionner, et donc la théorie ne sera que théorique puisqu'elle ne fonctionnera pas chez vous. Donc voilà, donc ce dernier point il est très important pour un mentor. Il faut absolument comprendre que chaque business est unique par définition, par essence, et que donc chaque conseil qui est donné doit être adapté à la réalité de l'entreprise X qui est l'entreprise mentorée. Comment vos mentors vous ont-ils aidé tout au long de la pandémie? On parlait beaucoup des revenus qui s'épuisaient pendant la pandémie, des vagues de démissions, de la grande démission. Comment avez-vous géré tout cela? Donc, tout d'abord, la chose qu'on oublie trop, c'est que pendant ces 2 ans de pandémie, moi je m'étais autonommé Chief Covid Officer, puisque j'ai dû gérer avec combien de personnes maximum au bureau. Est-ce qu'on porte des masques, la distanciation sociale, de combien de centimètres on écarte les bureaux, est-ce que les gens qui sont pas vaccinés peuvent venir, des clusters, etc., etc. Donc il y a eu quand même une gestion sanitaire de la crise en tant que chef d'entreprise qui a été très très importante. Sur ce point-là, il y a un point qui est très important. Moi, je me suis battu comme un malade pour réussir à maintenir au maximum nos bureaux ouverts, pour maintenir notre culture. Et donc, si je fais le bilan, je pense que dans les 2 ans à peu près de pandémie que nous avons eu, on a réellement été à 100% fermé qu'au mois de avril et mai 2020. Et le reste du temps, évidemment, sous plein de conditions différentes, pas le même nombre de personnes, des masques, pas des masques, etc. On a réussi à maintenir nos bureaux ouverts pour maintenir notre culture qui est vraiment unique chez Potluck. Donc ça, c'était le premier point qui est quand même très important. Faut pas qu'on oublie que la gestion de la pandémie, c'était aussi une gestion sanitaire pour les chefs d'entreprise. Le deuxième point, c'était une gestion évidemment économique. Nous, avant le Covid, notre clientèle principale, c'était les centres d'achat, les centres commerciaux et les retailers, les détaillants. Donc en fait, du jour au lendemain, notre clientèle a complètement disparu. Si vous demandez à un propriétaire de centre commercial s'il avait envie de sonder sa clientèle, il vous dirait à l'époque j'ai plus de clientèle. En fait, il n'y a plus personne qui vient dans mon mall, donc je vois pas pourquoi je ferais des sondages. Donc nous, on a dû complètement changer de clientèle et en fait, on a fait un pivot vers les cabinets de conseil et les grandes marques. Et c'est un pivot qui s'est avéré un pivot très 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 payant, même aujourd'hui, puisque la majorité de notre croissance repose sur les verticales consulting firms et brands, qui sont des verticales qu'on a découvertes, sur lesquelles on a misé pendant le Covid. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, le troisième point, vous avez mentionné ce que les Américains appelaient the Great Resignation. The Great Resignation, nous, on n'a pas eu ce problème-là. Et pourquoi? Je pense que c'est lié au premier point. Chez Potluck, on a vraiment une culture extraordinaire, et je le pense réellement, et les gens le pensent réellement à l'interne également. On n'a pas une culture universelle, on n'a pas une culture qui est faite pour n'importe qui, puisqu'on a des valeurs qui sont fortes, on a des valeurs qui sont clivantes, et on recrute et on licencie basé sur ces valeurs. Et donc les gens qui sont chez Potluck ont un fit culturel avec l'entreprise très fort. Et donc en réalité, on a cette culture-là, et ensuite on s'est battu pour la maintenir pendant le Covid. Donc on a lancé des choses comme le All Hands toutes les semaines. Donc moi, toutes les semaines, je rassemble toutes les troupes, l'entièreté des employés le lundi matin, et on communique tout sur l'entreprise de manière 100% transparente, puisque la transparence c'est une de nos valeurs. On s'est battu pour maintenir nos bureaux ouverts, comme je le disais au début, parce qu'une de nos valeurs c'est l'esprit d'équipe et qu'on avait besoin que les équipes se retrouvent, etc., etc. Et donc en fait, quand vous mettez la culture avant toute autre chose comme un objectif ultime des moves que vous faites pour passer à travers une crise, eh bien au moment où c'est la reprise du travail et c'est the Great Resignation, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas réussi à maintenir cette culture après 2 ans de télétravail, nous, comme on s'était battu non-stop jour après jour pendant ces 2 ans-là, on a de manière fortuite, mais on est plutôt heureux, on n'a pas eu à subir de Great Resignation. S'il y a une chose que vous aimeriez qu'un entrepreneur d'une société en démarrage retienne de notre conversation, que serait-elle? J'ai dit beaucoup de choses dans la dernière heure, donc je commence à les oublier, mais je pense que le meilleur conseil que je puisse donner et que je donne quand on demande des conseils sur la partie culture, c'est évidemment de mettre l'emphase sur la culture. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas par où commencer, parce que c'est très intangible, c'est pas palpable la culture. Si votre point de départ, c'est une culture toxique,
vous faites quoi? Vous partez d'où? Parce qu'il faut remplacer toute l'équipe. Donc c'est assez difficile. Et notamment des exercices de culture où il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'on peut sentir, voilà, ça sent le bullshit à plein nez à des kilomètres. C'est le fait de mettre des valeurs d'entreprise, les fameuses valeurs corporatives. Donc l'immense majorité des entreprises, honnêtement, c'est du pur bullshit. Et donc mon conseil, qui est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est prendre ces valeurs personnel et en faire les valeurs de l'entreprise. Pourquoi? C'est pas très compliqué. C'est parce que vous allez être fatigué, vous allez devoir faire des choix compliqués, etc., etc. Et en fait, la meilleure façon de vous assurer qu'en tout temps vous incarnez les valeurs de l'entreprise, en étant le cofondateur ou le fondateur, c'est en prenant vos valeurs personnelles, avec vos défauts et vos qualités. Donc, si je vous prends l'exemple de Potluck, moi j'ai pris mes valeurs personnelles et j'en ai fait celles de l'entreprise. Donc, dans l'ordre, il y en a 4. La première, c'est l'apprentissage. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, mon driver principal, c'est l'apprentissage. Donc, j'en ai fait une des valeurs de l'entreprise. Donc, les gens qui sont pas drivés apprentissage, chez nous, ils seront malheureux. Et donc, de toute façon, ils seront pas recrutés. Deuxième valeur que vous pouvez peut-être ressentir à travers cet échange, c'est je suis un ambitieux. J'ai une valeur d'ambition qui est extrêmement forte. Donc, il faut que les gens qui rentrent chez Potluck embrassent ce même niveau d'ambition. Donc, j'en ai fait la deuxième valeur de l'entreprise. Troisième valeur de l'entreprise, transparence. Moi, je suis quelqu'un de très transparent. Vous n'avez pas besoin de lire entre les lignes, d'essayer de comprendre le sens caché de ce que je dis. Je dis ce que je pense ce que je dis, et il n'y a pas de choses, voilà, dites à demi-mot, etc. Alors, évidemment, ça a ses défauts. Hein. Je suis très cash, je suis très direct. J'utilise beaucoup de langage grossier, familier, etc. Mais c'est parce que je suis honnête, je suis transparent, je dis ce que je pense, je cherche pas à cacher mes sentiments ni ma vulnérabilité. Donc, je cherche des gens qui sont comme ça. Et le quatrième point, c'est un vrai esprit d'équipe. Moi, je suis un joueur d'équipe, j'aime la victoire collective, j'aime le fait de passer des bons moments ensemble, j'aime faire des soirées, j'aime danser debout sur les tables et avoir des gens autour, etc. J'aime ce côté humain, vivant, c'est très important pour moi. Et donc, j'ai pris ces valeurs-là, c'est juste qui je suis. Et honnêtement, je dis pas que je suis un super héros, hein. C'est chacune de ces valeurs a son bon côté et son mauvais côté, hein. Mais c'est juste qui je suis en étant très honnête. En fait, c'est qui on est, mon cofondateur et moi. On est à la base très amis, on a pris nos valeurs communes, ce qui nous rejoignait, on en a fait les valeurs d'entreprise. Et si aujourd'hui vous allez chez Potluck et vous prenez des employés au hasard, ils vont tous vous dire que les valeurs chez Potluck c'est vraiment vrai. Et ben pourquoi c'est vrai? Parce qu'en fait on n'a pas besoin de l'écrire en gros sur les murs, on n'a pas besoin d'en faire tout un plat et en parler tout le temps, parce que tout le monde les a bien en tête, parce que il vous suffit de voir les gens aller, vous allez comprendre que les gens sont ambitieux, transparents, team player et ont toujours envie d'apprendre, parce que c'est exactement comme ça qu'on est. Donc voilà, c'est mon conseil pour des entrepreneurs, c'est privilégier, mettez la culture avant tout, et la culture, c'est d'abord vous, c'est vos valeurs, vous en faites les valeurs de la boîte, et vous allez voir, ensuite, tout va rouler. Barrère a été nommé parmi les 30 meilleurs personnages de moins de 30 ans dans le magazine de Forbes en 2021. Juste sous le fil de presse, il a eu 30 ans en 2022. Mais le cofondateur de Potluck est toujours convaincu que le secret de sa réussite réside dans le fait qu'il soit tourné vers ceux qui sont plus âgés ou plus sages que lui, tout en faisant confiance aux plus jeunes et moins expérimentés que lui afin d'adopter leurs idées et de suivre le courant. Le statut de licorne est toujours en voie d'acquisition. Cela prendrait quelques années. Entre-temps, il continuera à faire ce qu'il fait de mieux, à se congédier et à chercher la prochaine grande étape à franchir pour lui et pour la société. Je m'appelle Michael Answorth et je vous remercie de votre attention.